Est-ce que vous m'entendez? Oui, on est avec vous, Hakima. Ok. Oui, D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Désolée pour le retard, c'est par rapport à un problème technique. Donc, j'ai dû attendre un peu. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va commencer aujourd'hui à faire les thromboses veineuses cérébrales. Donc, comme plan du cours, on a introduction, rappel anatomique, pathogénie, la clinique, les examens complémentaires, les étiologies et le traitement. Donc, en introduction, les thromboplégies cérébrales sont des affections neurologiques de plus en plus fréquentes. C'est une cause non négligeable d'accidents vasculaires. Donc, elles peuvent survenir à tout âge, le plus souvent chez le sujet jeune, surtout la femme. Leur grand polymorphisme clinique rend leur diagnostic parfois difficile. Les étiologies des thromboses veineuses cérébrales sont innombrables, c'est-à-dire elles sont très nombreuses. Elles peuvent être générales ou locales, septiques ou aseptiques. Donc, l'IRM cérébral et ou l'angio-RM permet de poser le diagnostic de certitude. Le traitement est à base d'anticoagulants. Elles sont relativement de bons pronostics, surtout si le diagnostic est précoce. C'est-à-dire, contrairement aux AVC ou bien aux accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques, quand même la thrombose veineuse est de meilleurs pronostics. Les facteurs de risque pour développer une thrombose veineuse, vous avez le dernier trimestre de la grossesse et après l'accouchement. Donc, l'état hormonal de la femme après un accouchement ou pendant le dernier trimestre de la grossesse augmente le risque de développer une thrombose veineuse cérébrale. Et enfin, des études ont montré que le risque de thrombose veineuse chez les femmes qui emploient les contraceptifs oraux, particulièrement de troisième génération, sont plus importants chez ces femmes-là. Donc, on passe. Donc, vous pouvez me poser des questions et j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Rappel anatomique. Donc, le sang veineux de l'encéphale est drainé par les veines superficielles ou bien corticales, les veines profondes et les veines de la fosse postérieure. Ça veut dire, donc, il y a des veines au niveau de la superficie, ce qu'on appelle les veines superficielles ou bien corticales, les veines profondes qui vont irriguer la partie sous-corticale du cerveau et les veines de la fosse postérieure, ça veut dire qu'ils vont irriguer la partie postérieure du cerveau, c'est-à-dire transcérébrale et cervelée. Ces veines-là vont se drainer dans les sinus durmériens
Ça veut dire, en fait, c'est des veines. Pourquoi on dit sinus et non pas veines? Parce qu'ils sont de gros calibre par rapport aux veines qu'on vient de citer. Ces sinus sont nombreux. Cependant, les plus importants à connaître, ou bien les plus fréquents qui sont le siège de thrombose, vous avez le sinus longitudinal supérieur, le sinus droit et les sinus latéraux. Donc, comme cette image le montre, pour le rappel anatomique, vous avez ici le sinus longitudinal supérieur. Ici, vous avez le sinus droit. Et là, vous avez le sinus latéral. Donc, tous ces sinus vont se drainer dans les veines jugulaires, dans la veine jugulaire, donc interne, puis externe, puis ils vont aller vers la périphérie. Donc, la pathogénie des thromboses veineuses. Les thromboses veineuses cérébrales entraînent des effets locaux par obstruction veineuse, notamment l'œdème cérébral, c'est-à-dire une veine qui est obstruée va gêner donc le drainage du sang veineux, ou bien vous savez que le sang veineux, c'est le sang qui permet de dégager le cerveau des déchets. Donc, cette obstruction va entraîner un œdème cérébral. La thrombose des sinus va donner une hypertension intracrânienne et parfois un infarcissement hémorragique. Donc, comme je l'explique à chaque fois, pour l'infarcissement hémorragique, c'est quoi? En fait, en matière de pathogénie, quand une veine est obstruée, s'il n'y a pas une reperméabilisation de cette veine, elle va finir par se rompre et entraîner ainsi du sang ou bien de l'hémorragie. C'est pour ça qu'on dit infarcissement hémorragique. Ça veut dire que c'est une hémorragie qui est due indirectement à la thrombose veineuse. Donc, pourquoi on fait une thrombose veineuse? Vous avez quelques mécanismes qui favorisent cette thrombose. Vous avez la stase veineuse, c'est-à-dire une diminution de la circulation du sang veineux, l'hypercoagulabilité sanguine, donc par certaines maladies, notamment les anomalies hématologiques, les troubles de l'hémostase, euh, notamment l'hyperplaquétose, la polyglobulie, etc. Et en fait, des anomalies pariétales, c'est-à-dire que c'est la paroi de la veine qui est malade ou bien qui est le siège de remaniement qui vont entraîner la formation de thrombus. Sur le plan clinique, donc la clinique de la thrombose veineuse est très polymorphe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un tableau clinique qui est évocateur d'une thrombose veineuse parce qu'elle peut être très symptomatique et très grave, comme elle peut être carrément asymptomatique. Donc, le mode d'installation, on peut avoir les trois types de modes d'installation, aigu, subaigu ou chronique. La triade classique qu'on voit c'est-à-dire le plus souvent dans la thrombose veineuse, c'est l'hypertension intracrânienne, les signes de focalisation et de l'épilepsie, c'est-à-dire des crises épileptiques. Parfois, le tableau est incomplet, fait seulement de céphalées isolées, d'atteintes isolées des nerfs crâniens. C'est pour ça qu'il faut toujours, devant des céphalées récentes, demander une imagerie cérébrale. Le tableau est moins évocateur quand il s'agit de troubles psychiatriques récents. Donc, il faut toujours faire une imagerie devant des troubles psychiatriques récents. Un tableau plus grave comprenant des troubles de la conscience, ça veut dire carrément un coma, ou bien un état de mal épileptique, comme un tableau inaugural de la maladie. Et comme je l'ai dit, parfois c'est asymptomatique. Les examens complémentaires. Donc, le premier examen qu'on fait en urgence, bien sûr, en pratique, c'est la TDM cérébrale. On n'a pas malheureusement recours à l'angio-IRM cérébral. C'est pour ça qu'on commence toujours par la TDM cérébrale et on va rechercher ainsi des signes directs ou indirects de la thrombose veineuse. Les signes directs, vous avez une hyperdensité dessinant la thrombose, c'est-à-dire comme le thrombus, c'est du sang, en fait, un caillot de sang. Le caillot de sang, on sait qu'en matière de TDM cérébrale est vu comme une hyperdensité, ça veut dire une densité blanchâtre au scanner.
c'est ce qu'on appelle, donc ce petit thrombus va être visible directement à la TDM cérébrale dans le trajet d'un sinus ou bien d'une veine. À différencier bien sûr de l'AVC ischémique. Parfois, on met en évidence le thrombus de l'AVC ischémique. Par contre, l'AVC ischémique, c'est un accident qui est artériel et non pas veineux. C'est là la différence. Donc, le thrombus, quand il est à l'intérieur d'une artère, on parle d'infarctus cérébral. Quand il est à l'intérieur d'une veine, on parle d'une thrombose veineuse cérébrale. Donc, les signes indirects, parfois, on met en évidence le signe du delta vide, et ceci après injection du produit de contraste. Donc, ce signe est pathognomonique en fait de la thrombose du sinus longitudinal supérieur et non pas des autres sinus. C'est-à-dire, si on trouve le signe du delta vide, on va vous le montrer après dans l'imagerie, c'est qu'il y a un thrombus à l'intérieur du sinus longitudinal supérieur que je vous ai montré tout à l'heure dans le rappel anatomique. Donc, parfois, on retrouve un infarcissement hémorragique. Donc, quand on dit infarcissement hémorragique, comme je l'ai expliqué avant, donc l'hémorragie va être visible sous forme d'une hyperdensité au niveau de l'infarctus veineux. Les signes indirects, c'est l'œdème cérébral. Ça veut dire quand on fait une TDM cérébrale et qu'on objective seulement de l'œdème, là, il faut penser à une thrombose et compléter notre exploration par une angio-IRM cérébrale qui, elle, est l'examen clé pour diagnostiquer la thrombose veineuse, visualisant ainsi la thrombose par l'absence d'opacification du sinus. Donc, ça, c'est une TDM cérébrale. Donc, vous avez de ce côté-là, sans injection du produit de contraste, donc on met en évidence le signe du triangle hyperdense, signant la thrombose du sinus longitudinal supérieur. Après injection du produit de contraste, c'est le signe du delta vide. Ça veut dire puisqu'on a un thrombus ici, il n'y aura pas une prise de contraste. Ça veut dire le produit de contraste, il va aller autour du thrombus et non pas à l'intérieur du thrombus. Et ça dessine un triangle, comme si que c'était un triangle vide. C'est ce qu'on appelle signe du delta vide, qui est pathognomonique du sinus longitudinal supérieur. Donc, voici l'angio-IRM. On a dit absence d'opacification. Donc, quand on fait une angio-IRM, c'est-à-dire qu'on va regarder, qui dit angio, dit les séquences artérielles et veineuses. Donc, ici, quand on regarde bien le sinus longitudinal supérieur, on voit très bien qu'ici, il y a l'absence d'opacification de ce sinus parce qu'il y a un thrombus. La même chose, c'est les sinus latéraux. Donc ici, on a absence d'opacification du côté gauche. Donc on a une thrombose du sinus latéral gauche. Voilà. J'espère que jusque-là, ça va. Ça, c'était les examens complémentaires à visée diagnostique. On passe aux examens complémentaires à visée étiologique. Ça veut dire qu'on doit rechercher la cause de cette thrombose. Premier examen à faire et avant tout traitement, c'est la ponction lombaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas entamer une anticoagulation avant d'avoir fait la ponction lombaire parce que l'anticoagulation va contre-indiquer le geste de la ponction lombaire. Donc, avant d'instaurer les anticoagulants, on fait une ponction lombaire. Elle peut être normale, comme elle peut nous orienter vers une étiologie quelconque, par exemple par une hyperprotéinorachie ou bien une hypercellulorachie faite de lymphocytes. Là, on va penser aux causes infectieuses et les rechercher. Faire un bilan infectieux complet, faire un bilan inflammatoire et faire un bilan d'hémostase. J'espère que tout le monde m'entend parce que je vois qu'il y en a qui ne m'entendent pas. Essayez d'arranger, peut-être c'est un problème de votre côté parce que la majorité, je pense, qui m'entendent. Donc, les étiologies, alors j'ai dit que en fait, les étiologies des thromboses veineuses sont très nombreuses. J'ai essayé de vous résumer les choses.
Très bien, donc je continue. J'ai essayé de résumer un peu les étiologies. On a deux types d'étiologies. On a les étiologies locales. Ça veut dire qu'il y a un problème local au niveau du cerveau ou enfin, à proximité du cerveau. Quand on dit sphère ORL, ça veut dire que c'est à proximité du cerveau. Ou bien des causes générales, ça veut dire à distance, qui sont responsables de thrombose veineuse. Donc, les causes locales se divisent en deux sous-types. Vous avez les thromboses locales septiques, ça veut dire infectieuses, et les thromboses veineuses aseptiques, ça veut dire non infectieuses. Donc, septiques, vous avez les otites, les sinusites, les abcès cérébraux. Donc, ce genre, bon, j'ai mis 3 points de suspension pour ne pas vous citer toutes les causes locales septiques, mais les plus importantes sont celles-ci. Vous avez aussi les abcès dentaires. Donc, faites attention si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne traite pas un abcès dentaire à la langue, ça peut entraîner une thrombose veineuse. Donc, les otites, bien sûr, il faut toujours rechercher, en fait, pour dire que c'est une étiologie, il faut toujours rechercher la causalité. Ça veut dire si on a une thrombose qui est du côté gauche et une otite qui est du côté droit, là, ça ne va pas. Ça veut dire que cette otite n'est pas responsable de cette thrombose. Donc, l'otite est en général du même côté que la thrombose veineuse. Donc, devant toute thrombose veineuse, on doit faire un examen de la sphère otorhinolaryngée, c'est-à-dire ORL, complet à la recherche des étiologies. Les causes locales aseptiques, vous avez les tumeurs, les traumatismes crâniens. Donc, toute tumeur cérébrale peut comprimer une veine, entraînant ainsi une thrombose veineuse. Les traumatismes crâniens aussi. Donc, en général, le mécanisme des traumatismes crâniens, c'est que ça entraîne un traumatisme de la veine avec une formation d'un hématome pariétal au niveau de la veine qui va entraîner une thrombose. Donc, les causes générales septiques, vous avez les septicémies. Comme je pense que vous avez fait le module d'infectieux, donc j'en passe pour les septicémies. Les causes générales aseptiques, vous avez la maladie de B7, le lupus érythémateux disséminé, le syndrome des anticorps antiphospholipides, les cancers, les métastases, les hémopathies, l'état d'hypercoagulabilité sanguine, certains médicaments, notamment les corticoïdes, le postpartum et la contraception hormonale, ça on en a parlé dans les facteurs de risque. Donc le postpartum et la contraception hormonale sont non seulement des facteurs de risque, mais aussi des étiologies. Ça veut dire si on ne trouve aucune étiologie suscitée, là on peut garder le diagnostic du postpartum ou de la contraception orale. Donc, ça veut dire que quand on reçoit une patiente qui a fait une thrombose veineuse après un accouchement, on n'est pas, on va pas dire ah c'est l'accouchement et c'est bon, on va traiter. Non, il faut rechercher d'abord les autres étiologies. C'est comme on dit, le diagnostic est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire si on ne trouve pas d'autres causes, on dit que c'est le postpartum ou bien c'est la contraception hormonale. Donc, pour la maladie de B7, comme rappel, c'est une maladie, c'est une vascularite qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Elle donne une aphthose bipolaire sur le plan somatique. Elle donne aussi des uvéites, c'est-à-dire une inflammation de l'UV et des lésions cutanées c'est-à-dire qu'on doit rechercher dans ce contexte-là. Le lupus érythémateux disséminé, donc il y a 11 critères du lupus. Il nous faudrait 4 sur les 11 critères pour dire que c'est un lupus érythémateux disséminé. À titre d'exemple, je vais vous citer l'érysipèle, l'érythème en aile de papillon, c'est-à-dire cette rougeur au niveau du visage qui est en aile de papillon très évocatrice du lupus. Vous avez les arthralgies, les arthrites, les troubles hématologiques, notamment les thrombopénies, les leucopénies, les anémies aussi. Vous avez une anomalie lors du bilan immunologique, à savoir les anticorps anti-DNA qui peuvent être positifs, etc. Donc, il y a 11 et il nous faut 4 sur 11 pour dire que c'est un lupus.
Le syndrome des antiphospholipides, c'est un syndrome qui fait partie en fait des maladies hématologiques. Comme son nom l'indique, c'est la présence d'anticorps antiphospholipides dans le sang qui vont entraîner, en dehors des thromboses veineuses, ils peuvent donner des avortements à répétition. Donc, d'où l'importance de l'interrogatoire chez la femme qui fait une thrombose veineuse de rechercher la notion d'avortement à répétition. Il donne aussi de l'HTA. Les cancers, ça veut dire qu'on doit faire un bilan complet à la recherche d'une néoplasie quelque part, les métastases aussi, et les médicaments, comme je vous ai dit, notamment les corticoïdes. Est-ce que jusque-là, ça va? Pas de questions? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, le traitement des thromboses veineuses, en fait, il y a premièrement le traitement symptomatique. Donc, qui dit symptomatique, ça veut dire qu'on doit traiter chaque symptôme que présente notre patient. S'il a des douleurs, ou bien surtout Oui, ces ça va, patients ça qui va. font beaucoup de céphalées, on donne des antalgiques type paracétamol d'abord. Généralement en milieu hospitalier, parce que c'est des malades qui doivent être hospitalisés, on donne du paracétamol par voie intraveineuse. S'il fait des crises épileptiques, on donne des antiépileptiques, c'est-à-dire comme traitement de la crise. Et vous savez qu'au moment d'une crise, on donne du Valium et en dehors des crises, on doit instaurer un traitement de fond par un antiépileptique par voie orale. Et généralement, on le fait quand le patient fait plus de 2 crises pendant l'hospitalisation. Ça veut dire que s'il fait une seule crise, on peut tolérer et ne pas traiter. C'est-à-dire, on va juste traiter la crise convulsive et ne pas traiter l'épilepsie. Par contre, s'il fait plus de 2 crises, là, on va dire que le patient est épileptique et on doit donner un traitement de fond à type de valproate de sodium ou du lévétiracétam, etc. Le traitement anti-œdémateux, alors vous avez premièrement l'acétazolamide ou bien le Diamox. C'est un traitement anti-œdémateux pour l'œdème papillaire. Généralement, toujours faire un fond d'œil chez ces patients-là parce qu'ils présentent un syndrome d'HIC. Donc, si le fond d'œil est pathologique, là, on va donner de l'acétazolamide en commençant par un comprimé 2 fois par jour et on augmente progressivement jusqu'à 6 comprimés par jour par la surveillance au fond d'œil. Ça veut dire qu'on va faire chaque 48 heures un fond d'œil et voir si l'œdème papillaire est là, on augmente la dose. Si il disparaît, on arrêtera progressivement. Parfois, si le patient présente des troubles de la conscience ou un syndrome d'HIC grave, quand on dit syndrome d'HIC grave, ça veut dire que c'est des céphalées rebelles avec un œdème stade 4 au fond d'œil. Là, on doit donner du mannitol. Le mannitol est un antidiurétique à action centrale, un anti-œdémateux à action centrale. Les corticoïdes ne sont instaurés qu'en cas d'atteinte du champ visuel. C'est pour ça que quand un patient a un syndrome d'HIC, secondaire à une thrombose veineuse ou pas, on doit faire un fond d'œil et un champ visuel. Si le champ visuel est altéré, on doit traiter par corticoïdes. Bien sûr, dans le cas où cette thrombose veineuse n'est pas due aux corticoïdes, bien sûr. D'où l'intérêt de l'interrogatoire. C'est-à-dire si le patient chez qui on suspecte une thrombose veineuse après la prise de corticoïdes, là, on ne doit pas instaurer une corticothérapie. Par contre, si elle est due à une autre cause, avec altération du champ visuel, bien sûr, on peut donner de la corticothérapie. Donc, le traitement curatif, donc on a dit traitement symptomatique, maintenant le traitement curatif, ça veut dire qu'on va traiter cette thrombose veineuse par des anticoagulants. On utilise donc l'héparinotherapie, c'est le Lovenox, à raison de 0,1 unité par 10 kg de poids, 2 fois par jour, durant 48 heures. Puis on fait le relais par les antivitamines K type Centran à dose progressive. Ça veut dire on va commencer avec un quart de comprimé, puis on va augmenter chaque 2 jours
de un quart. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, le patient a pris un quart. 2 jours après, je refais mon TP-INR. S'il est encore élevé, le TP, et l'INR encore bas, là, j'augmente d'un quart. Ça veut dire il devient à un demi-comprimé. Puis 2 jours après, je revois. S'il y a encore le TP qui est haut, en fait, il faut atteindre la cible du TP entre 25 et 35%, sachant qu'un TP normal est supérieur à 70%, et un INR cible entre 2 et 3, sachant qu'un INR normal est inférieur à 2. Donc, il faut augmenter progressivement parce qu'on risque d'aggraver cette anticoagulation rapidement et bien sûr, ça peut donner des effets secondaires type hémorragie. Donc, on ne va pas traiter la thrombose pour provoquer une hémorragie. Donc, il faut aller vraiment progressivement. Ce qu'on peut bien sûr préconiser aux patients sous Cintran, c'est premièrement de contre-indiquer les injections intramusculaires parce que ça va créer un grand hématome et de lui conseiller en fait d'éviter tous les légumes verts qui sont riches en vitamine K parce que le but c'est de stopper l'effet de la vitamine K, comme son nom l'indique, anti-vitamine K. Si le patient va manger des légumes verts qui sont riches en vitamine K, donc on aura l'effet contraire et son TP va toujours rester élevé et ne pas descendre entre 25 et 35. Donc, il faut toujours informer le patient sur ce point-là. Le traitement étiologique, bien sûr, c'est selon la cause. Donc, si c'est une patiente qui est sous contraception orale, on va arrêter cette contraception orale. Si c'est une cause infectieuse, on va traiter par des antibiotiques ou des antiviraux. Si c'est une vascularite, on va traiter par corticoïdes plus ou moins immunosuppresseurs. Si c'est une hémopathie maligne, on va traiter par chimiothérapie. Si c'est un cancer, chimiothérapie aussi. Et voilà, donc chaque cause a son traitement propre à elle et spécifique à chaque étiologie. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Donc, pour la maladie de B7, j'ai dit que la maladie de B7 est une vascularite qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Elle est très fréquente dans le pourtour méditerranéen. Vous savez qu'on est un pays méditerranéen, donc elle est très fréquente chez nous. Les signes extraneurologiques, ça veut dire systémiques, qu'on doit rechercher, c'est premièrement les aphthoses bipolaires. Ça veut dire que le patient va faire des aphtes au niveau de la bouche et au niveau génital. Ces aphtes sont plus de 3 épisodes par mois, pardon, par an. Donc, ils sont très douloureux. Et généralement, les les aphthoses génitales laissent des cicatrices. C'est pour ça qu'on préconise généralement un avis de gynécologie pour voir s'il y a des cicatrices d'aphthose parce que des fois le patient ne remarque pas ou bien ne veut pas dire qu'il a une aphthose génitale. C'est toujours délicat d'en parler. Donc, on fait généralement un avis de gynécologie, un examen gynécologique complet à la recherche de cette cicatrice. Mais aussi, vous avez l'atteinte oculaire par des faits d'uvéites, donc des uvéites antérieures, postérieures, pan-uvéites. Et enfin, l'atteinte cutanée, vous avez des lésions cutanées propres à la maladie de B7, c'est ce qu'on appelle les folliculites. Donc, on peut aussi demander un avis de dermatologie pour étiqueter ces troubles cutanés. Alors, deuxième question, comment une sinusite peut aboutir à la formation d'un thrombus? Donc, en fait, c'est quoi? Sur le plan physiopathologique, la sinusite, donc je parle des sinusites infectieuses et non pas les sinusites allergiques ou inflammatoires. Donc, les sinusites infectieuses, en fait, il y aura toujours, vous savez que le sinus est aussi drainé par des veines qui sont en connexion avec le cerveau
Et la formation d'emboles septiques, ça veut dire que le thrombus va être formé de bactéries qui vont former comme ça un petit caillot, qui vont migrer et aller vers les veines cérébrales, donnant ainsi la thrombose veineuse cérébrale. Si le cours est disponible sur la plateforme, je l'ai déjà mis. Alors, quels sont les signes de focalisation? Quand on dit signes de focalisation, je m'excuse parce que j'aurais dû l'expliquer. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, un syndrome pyramidal. Vous avez un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, un syndrome, c'est-à-dire n'importe quel autre signe neurologique constitue un signe de focalisation. Atteinte d'un nerf crânien, je ne sais pas moi, syndrome cordonal postérieur, c'est-à-dire quand on fait un examen neurologique, il est pathologique, c'est-à-dire qu'on retrouve des signes. C'est pour ça qu'on dit un syndrome d'HIC, des signes de focalisation, ça veut dire un examen neurologique pathologique et de l'épilepsie ou bien des crises épileptiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Alors, l'état de mal épileptique, en fait, vous allez le faire normalement dans le cours épilepsie, mais en tout cas, c'est quoi? C'est toute crise qui se prolonge de plus de 5 minutes ou bien répétition de plusieurs crises sans retour à l'état de conscience entre les crises constitue un état de mal épileptique. Ça veut dire que c'est un état de mal, c'est des crises continues qui ne cèdent pas, même sous anti-épileptiques. Ça témoigne d'une souffrance cérébrale qui est importante. Il nous reste encore 7 minutes, donc essayez de poser rapidement vos questions, s'il vous plaît. Bon, vous êtes sûr qu'il n'y a pas le cours sur la plateforme? Je vais vérifier ce soir et s'il n'y est pas, je vais le mettre. Vous me direz, donc j'aurai un cours avec vous le mardi matin. Donc, je vais essayer de le mettre entre-temps et vous me direz si vous l'avez eu ou pas. Je pensais que je l'avais mis, désolée. D'accord. Puisque tout le monde le dit, je vous crois. De rien. Donc, les signes de focalisation, c'est des signes, c'est la présence de signes neurologiques, tout simplement. Il ne faut pas se compliquer les choses. C'est quand il y a des signes neurologiques, on dit il y a des signes de focalisation. Ça veut dire que une lésion focale au niveau du cerveau ou bien au niveau de la moelle a donné un signe neurologique X. Ce signe neurologique X, on dit signe de focalisation.
Alors, les caractéristiques sémiologiques des céphalées lors des thromboses veineuses cérébrales, c'est des céphalées d'HIC, ça veut dire d'hypertension intracrânienne, ça veut dire que c'est des céphalées en casque qui sont à type de striction ou de tension, rebelles aux antalgiques usuels, ça veut dire que le doliprane ne donne rien du tout, et soulagé par les vomissements. Ça veut dire que quand le patient vomit, il a un soulagement de ses céphalées. Alors, je n'ai pas parlé d'hémorragie veineuse ou artérielle, j'ai parlé d'infarctus veineux ou artériel. Parce que quand on dit thrombose veineuse, ça veut dire infarctus veineux, c'est la même chose. Quand on dit AVC ischémique, c'est équivalent à l'infarctus cérébral. L'infarctus cérébral donc, est artériel, donc l'AVC ischémique, il est artériel, et l'AVC hémorragique, pardon, et la thrombose veineuse, elle est veineuse comme son nom l'indique. Les complications d'une thrombose veineuse, donc en fait, la complication principale, c'est l'HIC. Donc, quand on a une hypertension intracrânienne, ça veut dire que le pronostic visuel est en jeu. Ça veut dire qu'on peut perdre la vue. Donc, si on ne traite pas une thrombose veineuse, on peut perdre la vue. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, on peut avoir, comme on a dit tout à l'heure, l'état de mal épileptique ou bien de l'épilepsie. Ça veut dire que le patient peut avoir comme séquelle une épilepsie et va être épileptique à vie. L'état de mal épileptique peut donner le décès du patient. Donc, vous voyez que la thrombose veineuse peut être asymptomatique. Des fois, on découvre des thromboses veineuses fortuitement quand on demande une imagerie pour autre chose et le patient n'a absolument rien du tout. Et des fois, c'est une catastrophe, coma, état de mal et décès du patient. Donc, c'est une maladie qui peut être très bénigne comme elle peut être très grave. Pour la physiopathologie de l'infarcissement hémorragique, en fait, c'est une complication aussi de la thrombose. Ça veut dire s'il n'y a pas reperméabilisation de la veine, on aura une rupture une rupture de la veine qui est thrombosée. Qui dit rupture d'une veine dit saignement. Donc, ça va saigner. C'est pour ça qu'on ne dit pas directement hémorragie cérébrale, comme les AVC hémorragiques ou bien l'hémorragie méningée, là où il n'y a pas de thrombose. On dit infarcissement, c'est par rapport à la thrombose, et hémorragique, c'est par rapport à l'hémorragie. Donc, c'est une hémorragie secondaire à la thrombose. Pourquoi le pronostic visuel? Donc, le pronostic visuel, ce n'est pas par rapport au lobe occipital, c'est par rapport au nerf optique. On a dit quand il y a un syndrome d'HIC, une hypertension intracrânienne, on aura de l'œdème qui va se former au niveau du nerf optique. Ça veut dire que le nerf optique, c'est la première structure qui va être sensible à cette hypertension intracrânienne. Il va souffrir et il peut s'atrophier. Quand on a une atrophie optique, ça veut dire que le patient ne va plus voir. En fait, le mécanisme des contraceptifs oraux causant une thrombose veineuse n'est pas très bien connu, mais plusieurs hypothèses parlent de l'effet d'hypercoagulabilité sanguine. Ça veut dire que les contraceptifs vont entraîner la coagulabilité sanguine. Ça veut dire que c'est un sang qui n'est pas aussi fluide qu'un sang normal. C'est pour ça que ça va favoriser la formation de caillots sanguins et donner ainsi des thromboses, que ce soit des thromboses cérébrales ou bien des thromboses des membres inférieurs, etc.
Donc, c'est le principal effet secondaire des contraceptifs. De rien. Non, la thrombose veineuse n'est pas une maladie chronique, hein, d'accord? Ça veut dire généralement il y a déjà reperméabilisation des veines quand on traite et lorsque on traite l'étiologie.